Bonjour cher auditoire, bonjour euh, chers passionnés donc, de formation et, et de thématiques. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la présence matinale et j'espère que le plat ou le menu que je vais proposer ce matin, il va être à la hauteur de vos attentes. Avant de démarrer la présentation d'aujourd'hui, je tiens tout d'abord à remercier l'équipe Krayaf Dar qui m'a permis d'intervenir, à intervenir à travers ces lives et aussi de pouvoir partager avec vous des thèmes, des thématiques et des réflexions. Donc aujourd'hui, donc aujourd'hui je vais mener une réflexion sur un thème qui devient de plus en plus pressant, qu'on est en train de voir un certain nombre d'évolutions au niveau du monde des affaires. Et le thème que je propose aujourd'hui, c'est le fruit d'une revue de la littérature, d'une exploration d'un certain nombre d'articles et donc d'un certain nombre d'événements qui ont marqué la scène, la scène internationale. Donc là, je reviendrai sur des éléments qui ont été recueillis au niveau du monde des affaires à l'international, au niveau d'un certain nombre d'événements qui ont marqué cet environnement. Et donc aujourd'hui, nous allons essentiellement découvrir une réflexion à travers laquelle on va essayer de connaître de quelle couleur serait l'entreprise de demain, c'est-à-dire l'entreprise de 2023-2024, sur quels éléments elle doit miser et quels sont les leviers d'action qu'elle peut utiliser. Donc, je commencerai par citer quelques éléments. Il y a plus de 5 ans, au niveau du Japon, il y a eu une catastrophe naturelle. Et dans cette catastrophe naturelle, pour la première fois, on assiste à une intervention de 3 catastrophes en même temps. Donc il y avait à la fois le tremblement de terre, il y avait le tsunami et il y avait les déferlements de vagues qui ont entraîné la diffusion d'effets radioactifs par rapport à la station nucléaire. Je reviens aussi sur la crise financière qui avait démarré à partir du deuxième semestre de 2007. Et cette crise financière, elle avait au départ, tout le monde l'a présentée comme étant une crise conjoncturelle, alors que par la suite, les économistes et les historiens et les experts ont dû revoir à la baisse les prévisions de sortie de la crise et on a commencé à la considérer comme étant une crise structurelle. Du deuxième semestre de 2007 jusqu'à fin 2019, 13 ans, c'est du jamais vu. Donc si on revient on revient sur l'historique des différentes crises, là vous avez 13 ans, 13 ans comme intervalle séparant le démarrage de la crise et peut-être la fin de ce cycle de crise. Pour la première fois aussi, l'humanité, le monde des affaires aussi va vivre une crise que j'ai appelée une crise Corona. Donc là aussi, depuis peut-être 200 ans, ce fléau ne s'est pas présenté de la même envergure et de la même pertinence. Donc les exemples que j'ai cités, qui peuvent être plus ou moins fortement pimentés, on peut s'attendre aussi à des 30 années glorieuses, j'espère qu'on aura on aura le cas de le voir. Donc tout ça pour vous dire que l'environnement dans lequel vont évoluer les entreprises et dans lequel vont évoluer l'ensemble des pays, il devient fortement incertain, instable et complexe. Donc tous ces éléments-là, il est clair qu'ils vont introduire un certain nombre de modifications et un certain nombre de changements qui vont faire que l'évolution dans le monde des affaires, elle va être plus ou moins, elle va être plus ou moins difficile, elle va demander l'utilisation des gros moyens, et l'idée, c'est de repenser l'entreprise, c'est de repenser aussi la philosophie de cette entreprise, et c'est de repenser aussi le modèle de cette entreprise.
Donc voilà pourquoi ce que je vais partager avec vous, c'est une réflexion qui va nous permettre de repenser l'entreprise d'une autre façon. D'accord? Ou repenser l'entreprise d'une autre façon. Donc voilà pourquoi j'ai proposé comme thème de l'entreprise boîte noire à l'entreprise maison de verre. Donc entreprise boîte noire, donc lorsque j'étais étudiant, et que donc on avait fait un passage au niveau du cours d'organisation. Donc la première définition qu'on retient par rapport à l'entreprise, c'est l'entreprise est une boîte noire qui transforme des éléments entrants en éléments sortants. Donc je reçois des inputs et je vais les transformer en output. Mais depuis quelques années, depuis plusieurs années, donc les données sont en train de changer et donc cette entreprise elle ne peut pas suivre, et donc elle va devenir totalement dépassée. Voilà pourquoi on va passer à un modèle de maison de verre. D'accord? Donc, lorsque je parle du contexte du monde des affaires, donc je vais retenir les éléments suivants. Donc, un environnement de plus en plus incertain, un contexte très soutenu d'incertitude, qui impose la révision des ouvrages de la finance, donc il y a un certain nombre d'ouvrages. Pourquoi? Parce qu'ils ont été présentés dans un contexte de certitude. Troisième élément, le lourd héritage du passé des entreprises, donc avec les hauts et les bas, avec les handicaps majeurs, avec un certain nombre de thèmes qui peuvent handicaper donc l'évolution des entreprises. 4, de nouvelles dynamiques de croissance, qui peuvent appeler donc les entreprises à revoir leur modèle économique et éventuellement donc les relais de croissance qu'ils peuvent identifier pour relancer donc leur propre progression. Apparition forte des entreprises numériques et des entreprises qui sont en train de bouleverser donc la scène mondiale. Donc j'ai noté l'apparition des GAFA. Vous avez aussi donc un autre point qui commence à se faire sentir, c'est que vous avez aujourd'hui des nouvelles startups innovantes qui peuvent du jour au lendemain mettre en difficulté des entreprises traditionnelles, donc des grosses boîtes traditionnelles. Et donc aujourd'hui, c'est l'innovation qui va l'emporter. Et donc on peut avoir un débat entre tout ce qui est nouvelles startups innovantes versus grosses entreprises traditionnelles. L'apparition donc de nouveaux thèmes, donc mise en place de stratégies Big Data. Nous l'avons vu aussi avec notre collègue qui intervient au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est un thème en vogue et qui va certainement s'imposer. On parle d'une couverture plus prononcée donc de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Donc on peut parler du deadline, donc peut-être de l'année 2030. Dans laquelle on est en train de penser d'une société dans laquelle l'intelligence artificielle elle va être donc le principal moteur de croissance. À l'international, on est donc un concept qui est en train de s'imposer, qu'on le veuille ou non, too big to fail, c'est-à-dire que ce sont les grosses boîtes qui ne peuvent pas disparaître. Donc too big to fail, c'est-à-dire une fois qu'on a dépassé la taille minimale critique, que nos budgets deviennent exceptionnels, donc on peut préparer la recherche et développement, donc on peut plus ou moins préparer l'entreprise pour qu'elle puisse saisir à la fois les opportunités et les menaces prévisionnelles. Il y a aussi un autre débat, donc croître ou mourir, c'est-à-dire que même si ça sent un peu le langage de la jungle, donc de la réussite sur la jungle, mais on est en train de parler de croître ou mourir. Donc croître ou mourir, c'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas les moyens de croître, donc automatiquement elle risque de mourir. Donc tous ces éléments-là qui présentent une introduction donc de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui et dans lequel on va évoluer. Donc le concept de base donc, qui va intervenir, c'est que les entreprises qui fonctionnaient selon le modèle de l'entreprise boîte noire, même si je peux exagérer donc l'appellation, ce sont des entreprises qui aujourd'hui vont devenir dépassées. Et on va expliquer pourquoi. Et donc, tôt ou tard, on est en train de voir donc l'entreprise maison de verre qui est en train de s'imposer. Lorsque vous rentrez dans certaines entreprises ou lorsque
vous rentrez dans un certain échantillon d'entreprises, vous retrouvez des cloisons et vous retrouvez des services et vous retrouvez une sorte de hiérarchie. D'accord? Donc, dans d'autres entreprises, tout le monde travaille avec tout le monde. On est dans un espace open space et on est en train de développer du travail collaboratif. Donc là, même le fonctionnement de l'entreprise est en train de se faire revoir. Donc voilà des éléments sur lesquels on va revenir donc pleinement. Donc une entreprise boîte noire, c'est ce que tout le monde a découvert. D'abord, c'est une organisation qui est imposée au marché. Donc on demande aux clients, on demande au marché de s'adapter à cette organisation. C'est une organisation qui est marquée par une forte concentration des ressources, un pouvoir décisionnel centralisé, un pouvoir centralisé entre donc, la main du dirigeant ou l'équipe dirigeante, une forme de communication descendante, le personnel plus ou moins est perçu comme étant une variable humaine, mais beaucoup plus un outil d'exécution. L'entreprise, elle fonctionne selon une orientation de production. D'accord ? On est dans une logique de production. Également, donc l'entreprise, elle coupe plus ou moins les liens avec son environnement externe. Donc c'est une entreprise qui peut plus ou moins vivre selon un certain nombre de préceptes. Donc vous avez une division de travail, vous avez une politique RH atypique. Nous pouvons aussi noter l'absence de regard critique. Si je suis en train de penser donc à la qualité de la gouvernance qui peut régner dans ce type d'entreprise. Et je vais essentiellement parler d'un dispositif classique du pilotage de la performance. Donc voilà à peu près les caractéristiques. Donc, voilà, merci de me le rappeler. Voilà un peu les caractéristiques. De cette entreprise boîte noire que j'ai présenté brièvement à travers ces différents points. Donc là, quand on parle de maison de verre, c'est que, premier élément, tout est transparent. Donc une maison de verre, tout est transparent. L'entreprise n'a pas besoin de se cacher. Et l'entreprise, donc automatiquement, elle met la lumière sur toutes les pratiques qu'elle peut développer. Pourquoi ? Parce que je suis dans une logique dans laquelle l'entreprise, pour qu'elle puisse réussir, merci à vous, merci Madame Moissou pour votre intervention. Donc l'entreprise, l'entreprise Maison de Verre, elle a compris la chose suivante: elle ne peut réussir qu'à travers la satisfaction de ses partenaires. Et donc pour satisfaire ses partenaires, elle a besoin de mettre en place un dispositif un fonctionnement qui soit plus ou moins qui soit dans les règles de l'art. Donc lorsque vous êtes en train de consulter les ouvrages ou lorsque vous êtes en train de consulter des articles, il est clair que vous allez vous retrouver avec des thèmes qui vont être totalement indépendants et qui vont être présentés de façon éparpillée, d'accord, ou de façon, je dirais, indépendante. Donc dans une entreprise boîte, dans une entreprise maison de verre, premier élément, donc une organisation sur mesure, orientée client et ouverte à ces deux environnements, c'est-à-dire elle est ouverte à son environnement interne et environnement externe. Une gestion souple et flexible des ressources, un pouvoir décentralisé et une forte autonomie de prise de décision, un management participatif où le dirigeant se contente de jouer le rôle du chef d'orchestre, une communication transversale et un véritable marketing RH qui permet de transformer donc les ressources humaines en premier prescripteur de la marque de l'entreprise, etc. Et on peut parler de plusieurs exemples, exemple de Mercedes, exemple de plusieurs entreprises qui ont réussi ce pari. Une entreprise qui investit dans le capital humain, une entreprise qui fait de la gestion de la connaissance un levier d'action. Pourquoi ? Parce que
on le verra, vous ne pouvez pas prétendre piloter de façon stratégique votre entreprise si vous n'allez pas insister sur la gestion de la connaissance. Et je reviendrai sur ces éléments-là. Donc, une gestion de la connaissance, et la connaissance, c'est à la fois les ressources humaines dont vous disposez, et aussi la qualité des processus que vous développez en interne et qui forment votre métier. Donc, un autre élément, c'est la mise en place d'un travail collaboratif. Nous avons pas mal appris dans les ouvrages d'organisation, spécialement celui de Mintzberg, dans lequel il revient sur le thème de synergie. Donc il n'y a pas plus simple que de développer des synergies à travers la mise en place d'un travail collaboratif où tout le monde est en train de travailler sur des thèmes qui peuvent révolutionner ou donner un véritable coup de pouce à l'entreprise au lieu à ce que chacun travaille de son côté. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai cité 8 thèmes qui doivent être omniprésents dans cette entreprise. Je rajoute 4 autres thèmes. Une entreprise qui encourage l'intrapreneuriat. Une entreprise qui encourage l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que je proposerai une prime variable à toute personne qui intervient dans mon entreprise, qui me permet donc je proposerai une prime variable à toute personne qui intervient dans mon entreprise, qui me présente un projet dans lequel l'entreprise elle peut réaliser des économies, ou elle peut davantage développer sa productivité ou son rendement. Donc là, vous êtes en train de parler d'intrapreneuriat. Donc c'est l'art d'entreprendre au sein de l'entreprise. Donc c'est une entreprise aussi, donc une entreprise cellule de veille, c'est une entreprise aussi qui est proactive, c'est-à-dire qui dispose d'une cellule de veille qui met en évidence le thème de l'intelligence économique et qui est dans une logique peut-être donc de lancement d'une sorte d'intelligence artificielle qui va permettre à l'entreprise donc d'économiser ou d'optimiser l'utilisation de la gestion des données. Et nous savons tous que de 2000, donc les années à venir, ils vont être basés sur la logique de la détention des données. Donc, et du coup, une entreprise qui dispose d'une cellule de veille, qui met en place l'intelligence économique, qui investit sur l'intelligence artificielle et qui développe un certain nombre de réflexes, elle pourrait donc automatiquement, elle pourrait permettre donc d'être très prête pour qu'elle puisse saisir les opportunités aussi, contourner les menaces. Comme vous avez donc comme on parle d'une maison de verre, il est clair que le principal challenge qui va se poser à cette entreprise, c'est la transparence. Quand vous mettez une maison de verre, donc il est clair que vous ne pouvez pas cacher vos meubles, vous ne pouvez pas cacher les éléments constitutifs de cette maison. Donc vous avez besoin, donc avant de penser au verre, donc de préparer le terrain, donc une bonne gouvernance, c'est-à-dire que les décisions qui vont être prises à l'intérieur de cette entreprise, ils doivent converger vers l'intérêt général. Et dernier point, c'est la mise en place d'un dispositif stratégique du pilotage de la performance. Et on le verra, et on verra pourquoi. D'accord ? Donc là, ce que j'ai présenté, c'est le parallèle entre l'entreprise boîte noire et l'entreprise maison de verre. Donc, pourquoi ces deux concepts ? Parce que aujourd'hui, et donc depuis quelques années, et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus pressant, donc nous faisons face à cette challenge. Donc j'ai noté la performance, donc l'entreprise, c'est un point qui est donc, je dirais, qu'on ne peut pas discuter, c'est quelque chose, donc c'est un acquis, donc l'entreprise elle a besoin d'être transparente, elle a besoin d'être compétitive, et elle a besoin d'être performante, compétitive, transparente. C'est une entreprise qui apprend de ses erreurs et qui les corrige, donc c'est une entreprise apprenante, très réactive,
un autre thème qui est en train de s'imposer, et il devrait être agile, donc c'est-à-dire faire preuve d'agilité, et donc l'entreprise aussi, elle devrait être capable d'innover. D'accord ? Voilà les 7 thèmes qui vont s'imposer et qui vont représenter un sérieux challenge pour les entreprises. Et du coup, le scénario ou les scénarios auxquels on peut s'attendre, c'est que si vous arrivez à vaincre ces challenges, vous allez faire partie de la population des entreprises qui vont réussir le pari. Si vous allez vous débattre, vous allez résister et vous allez faire le travail du guerrier. Donc il est clair que vous allez vous inscrire dans le scénario dans lequel les entreprises, elles vont tenter de résister pour qu'elles puissent se maintenir sur le marché. Si vous ne serez pas capable de relever ces challenges, vous allez faire partie des entreprises qui vont disparaître. Donc voilà à peu près 3 scénarios auxquels les entreprises peuvent s'attendre si elles ne relèvent pas les challenges que j'ai présentés. Donc, premier scénario, c'est un scénario, donc je dirais, de disparition de certaines entreprises. Deuxième scénario, c'est la capacité des entreprises à pouvoir résister et donc à batailler avec les mêmes armes et espérer s'en sortir. Et le troisième scénario, c'est le scénario dans lequel l'entreprise, donc elle s'est insérée dans une logique proactive et donc elle a déjà amorcé son processus de développement et de remise en cause, et donc elle va faire partie des entreprises qui vont réussir le pari. Donc voilà à peu près les scénarios auxquels les entreprises vont devoir s'attendre. Donc là ça me pousse donc à proposer, donc là, le constat que nous avons, donc les scénarios que nous avons présentés nous amènent à nous poser la question suivante. Donc, quelles sont les conditions de réussite par rapport à ces différents éléments. Donc, la solution qui a été proposée, c'est de passer d'une logique de production à une logique orientée client, dans lequel, donc là, je ne fais confirmer donc les postulats développés à travers les ouvrages du marketing, dans lequel on considère le client comme étant un client, un client roi. Et donc, l'orientation majeure de l'entreprise, elle devrait s'orienter donc dans le sens de valoriser et de positionner le client dans sa place légitime. C'est-à-dire, l'entreprise, il devrait donc occuper la position du centre de l'entreprise, c'est-à-dire c'est le cœur, donc ça devrait être la priorité principale. Donc pourquoi ? Parce que derrière la satisfaction ou derrière la prise en compte de cette priorité, il est clair que l'entreprise, elle pourra trouver moyen de satisfaire les attentes de l'ensemble de ses partenaires, qu'ils soient internes ou externes, et donc cette satisfaction va permettre de tisser des liens solides avec ses partenaires, et donc cette autosatisfaction exprimée et vécue par les partenaires va les pousser à investir davantage dans l'entreprise et donc à lui donner ou à lui procurer tous les moyens nécessaires et suffisants pour l'encourager dans ses phases de développement. Donc, on a besoin de mettre au centre de nos priorités donc le client ou la relation client. Pourquoi ? Parce que c'est à la base de la satisfaction de l'ensemble des attentes des parties prenantes. Et si vous arrivez à satisfaire les attentes des parties prenantes, vous êtes en train d'instaurer un climat de confiance avec ses partenaires. Et donc ce climat de confiance, il est clair qu'il va favoriser les transactions que vous pouvez faire avec ses partenaires. Donc voilà pourquoi l'entreprise, elle a besoin déjà d'identifier l'ensemble des attentes de ces parties prenantes et surtout connaître leurs intérêts personnels. Donc là, leur intérêt personnel, leur intérêt commun, donc fonction de préférence de chaque partie prenante, et les composés d'intérêts personnels et d'intérêts communs qui sont prêts à partager avec les autres partenaires. Donc la satisfaction de ces fonctions de préférence de l'ensemble des parties prenantes va être le challenge de l'entreprise.
Donc, la réflexion sur l'investissement, sur la mise en place des stratégies, sur la démarcation de l'entreprise, sur sa progression, elle devrait prendre en considération les attentes de ses partenaires. Pourquoi? Parce que plus vous allez les satisfaire, plus ils vont vous donner les moyens, ils vont vous accorder les moyens dont vous aurez besoin pour amorcer des phases très poussées de votre développement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les entreprises, elles ont besoin de mettre en place donc, ce dispositif qui va nous permettre de qui va nous permettre de satisfaire les attentes de l'ensemble des parties prenantes et donc trouver le juste milieu pour que tous les partenaires soient satisfaits et donc cette satisfaction, c'est elle qui va nous permettre de pouvoir donc compter sur des partenaires qui vont nous soutenir par rapport à des hauts et par rapport à des bas qui peuvent se présenter donc à l'entreprise. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, donc les entreprises, avant qu'elles puissent penser à développer donc que ce soit des plans d'action, que ce soit des stratégies ou que ce soit éventuellement des programmes d'investissement, elles ont besoin d'abord de connaître donc quels sont les enjeux de leur développement. Donc aujourd'hui, donc on l'a dit, donc le concept de too big to fail, le concept de too big to fail, le concept de croître ou mourir font que les entreprises aujourd'hui, elles ont une nécessité croissante par rapport à l'évolution de leurs besoins. Donc, les besoins de l'entreprise, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit en termes d'optimisation déjà de l'existant. Donc, deuxième besoin que j'ai identifié, c'est l'accès à l'information. Donc, dans un contexte naturel, dans un contexte certain, on pouvait parler de l'accès à l'information. D'accord ? Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus d'accès à l'information privilégiée. D'accord ? Donc l'accès à l'information privilégiée, parce que c'est ça ce qui va permettre à l'entreprise d'anticiper des tendances critiques et donc de préparer rapidement donc les tendances, donc la réaction de l'entreprise. Enjeu de développement de l'entreprise, aujourd'hui, donc nous faisons face à la complexité de la prise de décision. Une baisse du chiffre d'affaires qui peut apparaître, donc une baisse du chiffre d'affaires qui peut apparaître comme étant une information simple, facile à maîtriser, peut cacher derrière elle plusieurs interprétations et donc je ne pourrai prendre la bonne décision que si j'examine à la fois les causes internes, les causes externes et peut-être faire en sorte à ce que je puisse balayer donc minimum 8 causes avant de trouver l'origine de cette baisse du chiffre d'affaires. Deuxième, donc, ou un autre enjeu, donc quatrième enjeu, c'est la portée stratégique des décisions qu'on va prendre. Donc quand vous prenez une décision, donc vous allez engager un coût direct, vous allez engager un coût indirect et vous allez engager un coût d'opportunité. Donc les trois coûts vont se conjuguer pour qu'ils puissent par la suite représenter le coût global de cette décision. Donc, il est clair que si vous ratez cette décision, il est clair que vous allez être exposé. Donc, vous allez être exposé à un coût global qui va être extrêmement important. D'accord ? Donc, voilà pourquoi donc, les décisions que les entreprises vont prendre, ce sont des décisions qui vont devenir de plus en plus irréversibles. Donc, qu'on devra plus penser sur le moyen et le long terme. Ceci m'appelle ou m'alerte par rapport à la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Durant ces dernières années, donc nous assistons à un développement de ce qu'on appelle un entrepreneuriat transactionnel. Un entrepreneuriat transactionnel, c'est-à-dire que
même si vous avez des entreprises, ces entreprises, elles sont devenues intelligentes. Donc je ne dirais pas intelligentes, mais je dirais qu'elles pensent trop au risque. Donc, et du coup, au lieu de lancer des programmes d'investissement, et qu'on va engager des programmes de production qui vont être très soutenus et on va vendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre sur le marché qu'une opportunité se présente et une fois qu'elle se présente, on va la saisir. Donc ça, c'est une forme d'entrepreneuriat transactionnel. Alors que dans le monde des affaires, alors que l'économie de la nation demande à ce que l'entrepreneuriat puisse être un entrepreneuriat industriel. Donc, entrepreneuriat industriel, c'est l'engagement de programmes d'investissement, c'est l'engagement de production, c'est la création d'emplois, c'est un certain nombre de faits positifs qui peuvent traduire des impacts favorables sur l'économie. Donc, une autre donnée, donc un autre enjeu par rapport au développement des entreprises, c'est la perception de la notion de compétitivité. Donc la perception de la notion de compétitivité, elle aussi qui deviennent un peu totalement différentes parce que la compétitivité aujourd'hui, elle va être entendue par rapport à 3 thèmes. Donc compétitivité sur le marché local, c'est-à-dire par rapport à votre marché domestique, compétitivité par rapport à votre marché, je dirais, donc votre marché régional, et compétitivité par rapport à votre marché international. Un autre thème qui risque de devenir très pressant, c'est le thème de risque. Donc, comme nous évoluons dans un environnement qui devient très risqué et instable, on va avoir l'entreprise, elle aura besoin donc de faire preuve de plus de vigilance. Pourquoi? Parce que les risques, ils vont se diversifier et donc on va se retrouver avec on va se retrouver avec des risques qui vont se maintenir, des risques qui peuvent disparaître et des risques qui peuvent réapparaître pour la première fois. Donc et l'entreprise, elle a besoin de mettre en place les dispositifs qui s'imposent pour tracer l'ensemble de ces risques et de préparer donc les meilleures stratégies de couverture. Donc solution que devraient développer les entreprises, c'est que fini le temps de parler d'une séparation entre tout ce qui est logique et entre tout ce qui est opérationnel et stratégique. Ce qu'il faut aux entreprises, c'est de créer un rapprochement de choix entre tout ce qui est stratégique et opérationnel. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a besoin d'abord de disposer d'une vision claire et nette de l'évolution de son secteur d'activité, de ses offres dans le temps et dans l'espace, et aussi, donc deuxième phase, c'est identifier tous les scénarios possibles. Donc tous les scénarios possibles, c'est-à-dire que là, on va demander aux entreprises de faire prévaloir le concept suivant. Think outside the box. Think outside the box, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de raisonner à l'extérieur, de ma zone de confort. Donc le concurrent d'hier peut devenir un partenaire. Et donc ce partenaire, il a besoin, donc moi j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de savoir quand est-ce que je devrais être, par exemple, le chef de file d'une opération, quand est-ce que je peux accepter aussi de jouer le rôle de sous-traitant, et aussi quand est-ce que je devrais accepter de jouer le rôle de co-traitant. D'accord? Donc, si le monde des affaires change, il est clair que la mentalité, que les entreprises ont besoin aussi de changer de méthode, d'orientation stratégique et aussi de perception. D'accord? Donc, un autre élément sur lequel je voudrais insister, donc par rapport aux solutions, c'est que l'être humain est à la base de la révolution que je peux créer dans mon entreprise. Donc, et cet être humain, donc il faudra, donc les thèmes qui restent jusque-là peut-être des thèmes théoriques ou des thèmes
qui ont besoin encore d'être développés, c'est la forte implication du personnel dans la vie de l'entreprise. Donc dans la vie de l'entreprise, pourquoi? Parce que si le personnel est impliqué dans la vie de l'entreprise à travers des faits palpables, participation à l'élaboration de la stratégie, aussi la possibilité donc, de lui distribuer donc, des stock options, de l'impliquer dans la réflexion sur les phases de développement de l'entreprise, il est clair que vous allez épanouir votre personnel et donc vous allez lui donner tous les moyens nécessaires et suffisants pour qu'il puisse se sentir bien chez lui, d'accord? Donc vous allez développer le sentiment d'appartenance de ce personnel donc à l'entreprise et donc vous allez faire prévaloir le marketing des RH et donc vous allez faire de votre client, donc votre personnel, votre premier ambassadeur qui pourra recommander votre marque. Aussi, ça va être un partenaire privilégié qui va vous apporter son soutien dans les moments difficiles ou dans les moments de difficulté. D'accord? Donc, cette réflexion sur les solutions aussi donc nous pousse donc à aussi donc voir ou apprécier donc les facteurs, je dirais les facteurs d'échec des entreprises. Si une entreprise Kodak a disparu au bout de 200 ans d'existence, c'est que cette entreprise elle a cessé d'avoir une vision. L'exemple de Nokia qui avait à une certaine époque occupé les premiers rangs par rapport au secteur de télécom est un exemple parlant dans lequel on est en train de dire c'est que les atouts concurrentiels ou les avantages concurrentiels ou les facteurs clés de succès, vous pouvez les détenir par rapport à une période donnée. Et dans cette période, il faut faire en sorte à ce que vous puissiez capitaliser sur l'ensemble de ces atouts afin de les développer, afin que vous puissiez donc maintenir cette progression, d'accord, et cette gestion de la connaissance que vous allez détenir à un moment donné. Donc, ce que je vais aussi traiter, c'est que dans le cadre du développement de ce thème, je suis revenu sur un certain nombre de choses que je vais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, si vous permettez. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc si vous n'avez pas de questions, donc je vais essayer de passer un certain nombre de choses que j'avais découvertes dans le cadre du travail. Les preuves palpables qui peuvent démontrer que notre environnement
change, et donc aussi bien donc dans le monde des affaires que dans le cadre des entreprises, c'est de nouvelles réflexions qui sont menées. Aujourd'hui, vous avez par exemple, donc c'est une information qui date de 3 ans, le groupe Orange a mis en place sa propre banque. Donc jusqu'à ce stade, donc aucune personne ne pouvait imaginer qu'une entreprise, donc qu'un groupe de télécom allait lancer une banque. D'accord? Donc, attendez, donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'exemple que je viens de prendre, c'est l'exemple d'un groupe de télécom qui a lancé donc pour la première fois une banque. Donc, dans notre conception classique, il est clair que ce sont deux secteurs d'activité qui sont totalement différents, qui mobilisent un certain nombre de facteurs internes qui vont être totalement indépendants. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de courir vers l'accaparation des données. Deuxième modèle que nous avons retrouvé, c'est le modèle d'entreprise numérique ou le modèle de start-up qui vont tenter de profiter d'une offre existante et ils vont chercher donc à ce qu'ils puissent la mondialiser, c'est-à-dire la vendre à de grande échelle. Donc si vous prenez par exemple donc l'entreprise Uber par exemple, il y avait déjà un parc automobile exceptionnel, donc partout dans le monde. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché à exploiter cette activité qui existe déjà, avec de petits moyens. Et du coup, automatiquement, vous avez une start-up qui va faire le portage d'une activité existante et qui n'est pas traitée. D'accord? Donc tout le monde a des voitures, mais ils les utilisent dans une logique de consommation. Donc c'est une perception de charge. Donc Uber est venu pour essayer de transformer ce concept de charge en production de services, donc en une activité rétributive, c'est-à-dire une activité qui vous donne, qui peut vous rapporter de l'argent. Par la suite, vous pouvez retrouver par exemple une start-up qui a lancé par exemple l'activité de covoiturage. Vous avez une start-up qui a lancé l'activité des souks. Par exemple, souk traditionnel, je peux faire en sorte à ce que je puisse, par exemple, organiser une rencontre à travers, et qui va mettre en place la rencontre entre les clients, d'accord, et les producteurs de terroirs, etc. Vous allez avoir une entreprise, une start-up qui va tenter par exemple, d'utiliser d'autres activités qui sont déjà existantes et qu'elle va tenter de porter jusqu'au client final. D'accord ? Donc c'est une stratégie de portage qui a été développée au niveau du marketing, mais qu'on la retrouve à travers un nouveau concept qui est le lancement à travers une start-up. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Un troisième, quelque chose de surprenant sur lequel, et ça, c'est l'exemple qui pose à réflexion, c'est l'exemple dans lequel on va se retrouver avec les éléments suivants. Donc, vous allez vous retrouver avec des personnes qui évoluent sur les marchés financiers ou qui évoluent dans le secteur bancaire, et avec l'évolution de la technologie, ils ont quitté leur emploi et ils sont allés créer ils sont allés créer de nouvelles startups, et ces nouvelles startups, elles vont proposer des services financiers et bancaires qui vont être fortement révolutionnés et qui vont leur permettre de gagner de l'argent. Donc on est en train de parler de FinTech. D'accord ? Donc c'est l'association, les FinTech, c'est l'association de la finance à la technologie. D'accord ? Donc jusque-là,
il n'y avait que la conception classique du monde de la finance. Vous avez une bourse, vous avez donc un système bancaire, vous avez un certain nombre de services, mais donc l'évolution de la technologie a fait que les entreprises, donc, ou certaines personnes qui avaient les compétences de base et les compétences donc intrinsèques pour lancer. Donc, et du coup, vous pouvez retrouver avec du trading, vous pouvez vous retrouver avec des activités complexes et des activités qui peuvent faire intervenir des services bancaires et services financiers. Un quatrième constat que j'avais relevé et qui représente une nouveauté par rapport à notre perception, donc qui est en train de bouleverser les mentalités, c'est que pour la première fois, donc on peut se retrouver avec le scénario suivant. Donc on va se retrouver avec un scénario dans lequel les firmes bancaires, elles vont se retrouver en pleine concurrence avec les banques, elles vont se retrouver en pleine concurrence avec les GAFA, avec les FinTech, d'accord, et avec les entreprises de télécom. Et donc le schéma classique de Michael Porter qui insiste sur les 5 forces concurrentielles dans lesquelles on est en train de présenter au centre la concurrence directe et que tout autour on est en train de parler donc, de forces concurrentielles qui peuvent plus ou moins tracer la concurrence indirecte, se trouve se trouve dépassé et quelque part obsolète. Donc là, vous avez une concurrence de 3, donc une concurrence de 4 acteurs qu'on ne pouvait pas imaginer se rencontrer sur la même catégorie de clientèle. C'est-à-dire que vous allez d'un côté avoir les firmes bancaires, vous allez avoir les GAFA, vous allez avoir les FinTech, vous allez avoir les entreprises de télécom qui vont se mener donc une concurrence ou peut-être une logique de collaboration mutuelle afin de mettre en place des services ou des produits qui peuvent être commercialisés par l'un ou par l'autre. C'est un concept qui a été développé dans le temps, c'est le concept de la banque assurance, mais là nous sommes en train de véritablement assister à une sorte de fusion ou de portage ou de mise en place de synergie ou d'alliances stratégiques, si je peux m'exprimer, qui vont faire que l'entreprise elle va couvrir un territoire plus large, va avoir accès à un marché plus dense et donc elle aura l'occasion de réaliser des transactions faramineuses. Ces dernières années aussi, on a assisté au fait que 2 entreprises leaders sur des secteurs totalement différents peuvent faire une campagne publicitaire, permettant une campagne publicitaire unique qui va leur permettre de profiter de leur notoriété mutuelle. Vous avez par exemple, donc je reviens à l'exemple de Coca qui avait fait une forte collaboration avec la firme du prêt-à-porter Tommy Hilfiger. Et du coup, on a proposé une publicité dans laquelle on retrouve les 2 produits phares, c'est le produit Coca et le produit de Tommy Hilfiger qui représente la marque de référence par rapport au prêt-à-porter. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'évolution majeure et l'évolution, je dirais, mitigée du monde des affaires et l'évolution de l'économie tout entière et de l'environnement, que ce soit géostratégique ou politique, vont dicter de nouveaux changements sur l'économie. Et donc les entreprises, elles ont besoin de s'insérer dans ce changement à travers la mise en place d'une approche proactive, à travers la mise en place de réflexes d'agilité et de réflexes de survie. Et toutes les entreprises, comme je l'ai dit, donc toutes les entreprises ont droit à une chance si dès maintenant elles s'insèrent dans une logique de croissance réfléchie dans laquelle je peux faire intervenir
un certain nombre d'acteurs. Je suis en train de penser au scénario suivant. Nous pouvons avoir des entreprises traditionnelles qui, selon la perception de la matrice BCG, représentent plus ou moins des activités vache à lait ou des activités rentables. Donc, cette entreprise ou ces entreprises traditionnelles peuvent faire en sorte à ce qu'elles puissent encourager le lancement de start-up. Donc, de start-up nouvelles qui vont lui permettre de pouvoir bénéficier de l'innovation, de la créativité, qui va leur permettre aussi de créer une sorte de révolution dont l'entreprise traditionnelle a besoin pour qu'elle puisse se développer davantage. Et donc la start-up, donc la grande scie des grosses entreprises traditionnelles, encourage le développement des entreprises. Il est clair qu'elles peuvent constituer avec elles un écosystème qui permette à ces entreprises de devenir donc de plus en plus rentables et performantes sur le moyen et le long terme. Ma présentation touche à sa fin. Je tiens à vous remercier par rapport à votre participation. Je m'excuse par rapport à la réponse aux questions qui ont été présentées. Je reviendrai au cours de la journée pour répondre à ces questions je reviendrai sur la réponse de ces questions. Je tiens à vous remercier par rapport à votre présence matinale. Et je tiens à remercier l'équipe Qarayaf Dar qui m'a permis de partager avec vous cette réflexion. Donc la prochaine réflexion que je vais faire dans la séance prochaine va porter d'une start-up à une firme multinationale. Donc on verra si on peut prévoir ce scénario par rapport à une entreprise marocaine ou par rapport à une entreprise africaine ou une entreprise internationale tout court. Donc, je tiens à remercier l'équipe Qarayaf Dar de m'avoir permis d'échanger avec vous cette réflexion. Avant de céder la parole, je tiens à rappeler que M. Mohamed Siti va intervenir au niveau, juste après moi, à travers le thème de la communication. Donc, merci à vous. Je reste à votre disposition pour davantage d'échanges et de réflexion. Je vous remercie et à un autre rendez-vous, Inch'Allah. Merci à vous.